Opération Aïe. Lui, c'est Dr Chris. Et lui, Dr Xand. Oui, on est jumeaux. Vous savez que votre corps est extraordinaire? Vous allez le découvrir avec nous. Nous allons vous révéler les rouages de votre organisme J'ai un gros trou dans la tête. grâce à des expériences époustouflantes. Ta voix est ridicule. On dirait une souris. Nous allons repousser les limites de notre corps Allez, c'est parti. pour vous démontrer les pouvoirs extraordinaires de votre corps. Oh non. Restez avec nous, on va bien s'amuser. Aujourd'hui, au sommaire, D'Opération Aïe. nous embarquons avec une équipe sanitaire aéroportée pour une mission d'urgence. Vous découvrirez quel est l'incroyable talent de ce jeune homme. Et nous nous intéresserons à une des fonctions naturelles de notre corps. Oh, Chris, c'est atroce. C'est vrai que ça sent mauvais. Mais d'abord, aux urgences de l'hôpital de Manchester, les docteurs et les infirmiers sont prêts pour leur première patiente. Rachel, 6 ans, présente une entaille à la main sous son gros pansement. Je me suis coupé la main avec du verre. Après s'être blessée avec du verre, elle a peut-être l'air calme, mais attention. Tu m'étonnes. Comment est-ce arrivé? Rachel jouait au foot avec sa sœur dans le jardin. Les voilà en vue satellite. Rachel détenait le ballon, sa sœur a tenté un tacle, la foule nombreuse dans les tribunes s'est enflammée. Sympa le stade. Ouh, le morceau de verre caché dans l'herbe. Superbe contre et quelle touche de balle! Rachel gagnait du terrain, mais soudain, la catastrophe. Rachel a glissé et a atterri pile sur le morceau de verre brisé. Oh, monsieur l'arbitre. Aïe. C'est très profond, une grosse coupure juste ici. Il vaut mieux faire examiner cette grosse coupure. Voici le docteur Thomas Clark sur le banc des remplaçants. Nous sommes spécialistes des blessures de la main. C'est pour ça que vous êtes là. On va déterminer la gravité de sa blessure et vérifier qu'aucune fonction de la main n'a été touchée. Oui. Après l'examen, on verra si elle doit se faire opérer. Le docteur Thomas retire le pansement. Si vous êtes sensible, ne regardez pas. Même Rachel ne veut pas regarder. Pourtant, elle l'a déjà vu. D'abord, le docteur Thomas vérifie que le bout de verre n'a pas entaillé d'artère. Les artères acheminent le sang jusqu'aux mains et si elles sont endommagées, Rachel pourrait perdre ses doigts. Le meilleur moyen de s'assurer que le sang afflue bien vers la main, c'est en appuyant sur les doigts. Ils deviennent blancs et ensuite la couleur revient, donc tous ses doigts vont bien. Bonne nouvelle. Le docteur Thomas doit maintenant écarter toute lésion nerveuse. Les nerfs envoient les messages du cerveau vers les autres parties du corps et vice-versa. C'est un peu comme une ligne téléphonique entre le corps et le cerveau. Allô? C'est très dangereux s'ils sont endommagés, parce qu'alors le cerveau ne saurait pas si une partie du corps était blessée. Allô, il y a quelqu'un? Tu vas essayer de faire ça. Dans les doigts. Bien. Non, elle n'y arrive pas. Ça te fait mal? C'est douloureux. À l'examen de la main de Rachel, j'ai remarqué que certains mouvements sont plus faibles avec sa main blessée qu'avec l'autre. La seule façon de comprendre est l'opération pour que les chirurgiens trouvent le problème. Grâce à l'opération, on verra les dégâts aux structures de sa main. Sans ça, elle pourrait bien avoir des séquelles à l'avenir. Nous reviendrons prendre des nouvelles de Rachel et de sa main avec le docteur Thomas. Voici notre laboratoire où nous allons repousser les limites de notre corps pour vous montrer son fonctionnement. Aïe, ça fait mal. Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Pourtant, on le fait tous les jours. Le caca, on le fait tous régulièrement et on en croise de toutes les formes, tailles et avec différentes odeurs. On en sait beaucoup sur la santé d'une personne grâce aux excréments. Ce que vous mangez et buvez peut radicalement affecter l'apparence de vos selles. Et c'est pour ça que pendant plusieurs jours, Xand et moi avons eu des régimes différents. Xand a suivi un régime alimentaire très équilibré. Il a mangé beaucoup de fruits, de légumes et de fibres et il a bu beaucoup d'eau. Alors que Chris a mangé de la malbouffe, du sucre et des choses grasses. Et j'ai collecté mes crottes. T'es sérieux? Ouais. Aujourd'hui, le labo ne va pas sentir la rose. Et si vous êtes facilement dégoûté, passez ce qui va suivre. Mais les excréments sont fascinants et on va vous expliquer pourquoi. Regardons maintenant le premier échantillon. N'oubliez pas que je suivais un régime sain. Tu es prêt?
Ça ressemble bien à une crotte. Et ça sent vraiment la crotte. Le caca sent fort à cause des bactéries présentes dans votre système digestif. Quand il se décompose, les aliments rejettent beaucoup de gaz et d'agents odorants. Il y a pas mal de choses à dire sur cet excrément. D'abord, il est imposant. Il est aussi mouillé et il est mou comme du porridge. C'est parce que les fibres dans mon régime ont retenu l'eau dans les excréments et c'est très important parce que ça veut dire qu'il est plus facile et plus rapide d'aller à la selle. Les fibres rendent les selles solides et le fait de boire beaucoup d'eau les aide aussi à glisser dans le gros intestin. Où est ta crotte? Je n'ai pas pu aller à la selle parce que je n'avais pas mangé de fibres. Je n'ai pas pu faire caca parce que la nourriture que j'ai ingérée est pleine de sucre et de graisse, mais très pauvre en fibres. Et mes intestins ont plus de mal à les évacuer. Alors ça reste coincé longtemps. Donc ça fait 1-0 pour moi. Ouais, c'est pas une compétition, Xandre. Deuxième jour, regardons. Donc, c'est un peu moins mou que le premier jour, mais c'est parce que je n'ai pas bu assez d'eau. Il y a une autre chose intéressante à voir. La peau des grains de maïs est composée de fibres qui ne peuvent pas être décomposées par votre corps. J'ai mangé du maïs en grosse quantité pour vous le montrer. Si vous regardez par ici, ça, c'est un morceau de maïs non digéré. Xandre ne peut pas digérer le maïs car il n'a pas les bons enzymes. Comme tout le monde. C'est pour ça que c'est bien de manger du maïs, pour son enveloppe fibreuse. Mais je commence à m'inquiéter pour Chris et son caca. Où est le tien? Deuxième jour, toujours rien. Donc ça fait 2-0 pour moi. Si tu gagnes cette compétition, tu n'obtiendras que plus de caca, tu t'en rends compte? Et je serai en meilleure santé. Troisième jour pour Xandre. Ah ah, j'ai un caca. Mettons le mien de côté. Alors montre-nous. Oh, Chris, c'est atroce. C'est vrai que ça sent mauvais. Oh, c'est un affreux caca. C'est petit, c'est sec, c'est dur et ça m'a pris un temps fou pour faire ça. Et comme je n'ai pas mangé de fibres, il n'y avait rien pour absorber l'eau et m'aider à l'expulser. Ces images ont été prises par une caméra spéciale. Elles montrent en gros plan l'intérieur de mes intestins et on remarque qu'ils sont remplis de caca. C'est à cause du manque de fibres de ce que j'ai mangé, donc mon organisme met plus de temps à le transformer. Ça fait tellement d'efforts pour un mauvais résultat. Remets le couvercle. Il vaut mieux que vous ne fassiez pas comme moi. Tu mangeras plein de fibres et boiras beaucoup d'eau à partir de maintenant. Absolument. 3-1. Les équipes de secours d'urgence doivent arriver sur les lieux d'un accident au plus vite. Et il y a beaucoup de moyens différents d'y parvenir. Nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action et qui sauvent des vies tous les jours. Cette fois, nos caméras vont suivre une mission spéciale. Je suis admiratif d'un groupe très spécial de personnes et je veux que vous voyiez exactement ce qu'ils font. Alors je vous présente l'équipe qui vole au mépris du danger dans un super hélicoptère. Voici les ambulances aériennes des Midlands. Ces services sanitaires aéroportés disposent de 3 hélicoptères, toujours prêts à partir en mission d'urgence. Grâce à une équipe spécialisée composée d'ambulanciers, de médecins et de pilotes, bien sûr, ils couvrent 6 comtés, ce qui représente une population de 5,5 millions de personnes et peuvent transporter un patient à l'hôpital en seulement 15 minutes. Prêts à réagir à chaque instant, ils décollent au moindre appel. Au cœur de ce dispositif aujourd'hui, le docteur John Bingham et l'ambulancière Steph Cormack. Quand le téléphone sonne, ils doivent être prêts en quelques secondes. Il est 5 heures et la sonnerie vient de retentir. L'équipe note les renseignements sur un papier spécial fiché sur leurs pantalons pour gagner du temps et garder les mains libres. L'hélicoptère a du kérosène et est prêt à décoller en très peu de temps. Les hélicoptères ont une place réduite à bord. Je reste à la base alors que l'équipe se rend sur les lieux d'une voiture en feu. D'après ce qu'on sait, un adulte est touché par un feu de voiture. On peut voir le feu juste là. C'était un très grand feu qui dégageait beaucoup de fumée. Quand vous atterrissez et que vous voyez une voiture en feu, à quoi vous pensez? On pense avant tout à la sécurité. Où peut-on atterrir? Comment atteindre le patient au plus vite? On doit se poser loin de la fumée et loin du feu pour ne pas être touché et ne pas déranger les pompiers. Le feu n'est pas sous contrôle. On va rester à l'arrière par sécurité. Les pompiers tentent de maîtriser le feu et Dr. John commence l'examen du conducteur.
Il n'a subi aucune brûlure. C'est positif parce que ça peut vite être grave. Heureusement, il a pu nous dire qu'il n'avait pas été brûlé par les flammes. Pour ce qui est des difficultés respiratoires dues à la fumée, souvent les personnes exposées développent une détresse respiratoire et ont des difficultés pour respirer. Vous avez mal à la gorge? Je vois, ça vous fait tousser. Vous n'avez pas de mal à respirer, la tête qui tourne ou des douleurs? Non. Je vais écouter vos poumons. En plus de pouvoir arriver sur les lieux d'un accident rapidement, l'équipe aéroportée présente un autre avantage, celui d'avoir un médecin à bord, qui peut faire un diagnostic sur place et même soigner les patients. On va juste faire un examen complet pour s'assurer que le patient respire normalement, que son taux d'oxygène est bon, que sa tension artérielle est correcte. Et si après ça il se sent bien, alors il n'y a aucune raison de le garder. C'était un incendie important et dangereux, mais il est désormais maîtrisé. Et finalement, la voiture a pu être sauvée? Ce n'est plus qu'une carcasse. Les pneus ont fondu, collés au sol. Il ne reste plus rien à l'intérieur. Même le moteur ne ressemble plus à un moteur, juste des câbles qui pendent. Il a eu de la chance. Le patient a pu repartir sain et sauf et l'équipe a repris l'hélicoptère. On va tout ranger rapidement et partir sur une autre intervention. On ne sait jamais ce que sera le prochain appel, c'est la nature même du métier. Grâce à des hélicoptères rapides et une équipe au top à bord, l'ambulance aéroportée est un complément inestimable au service de secours. J'avoue que je serais rassuré s'il devait venir à mon secours un jour. À suivre. Nous allons vous montrer un tour pour épater vos copains. Je vais faire don de mon sang, alors que le mien va être aspiré par l'une de ces bébêtes. Saviez-vous que le plus gros muscle du corps humain est dans la fesse, le plus petit est dans l'oreille, et qu'il est plus fin qu'un fil de coton? Vraiment? C'est extraordinaire, comme ce qui va suivre. Un livreur de journaux ordinaire sur un vélo ordinaire rempli de journaux ordinaires. Oh, une jonquille. Bon, c'est pas très intéressant. Ce garçon aime faire du vélo. Rien d'extraordinaire à ça. T'es sûr, Xand? Regarde un peu ça. Une route pas très ordinaire et un vélo pas très ordinaire. Wow! Voici Dan Poulen, champion junior de BMX, le numéro 1 britannique. Pour devenir champion de BMX, Dan utilise 100% de son incroyable corps. Son cerveau se prépare à la vitesse et les figures en envoyant de l'adrénaline dans les muscles pour qu'ils tiennent plus longtemps. Et bien sûr, pour piloter un vélo comme celui-là, il faut de l'équilibre, du contrôle et de la puissance. Joli roue arrière. Il a des muscles puissants sur le devant des cuisses qui permettent ses accélérations et servent d'amortisseurs pour les décollages et les atterrissages, alors qu'à l'arrière des jambes, ses ischio-jambiers travaillent dur pour coordonner ses genoux et ses hanches, lui permettant de garder équilibre et souplesse. Ses muscles des mollets lui donnent de la puissance pour gravir les pentes. Il supporte les muscles du haut de ses jambes et fléchissent ses pieds pour qu'ils soient en équilibre sur les pédales. Ce sport exigeant nécessite beaucoup d'entraînement et d'engagement, de la muscu avec des poids et tout ça. Waouh, Dan a du talent. Toutes les parties de son corps travaillent ensemble pour coordonner le contrôle du vélo, la puissance lors des sauts et amortir les atterrissages. C'est un vrai héros, champion de BMX. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire, Xand. Retournons aux urgences pour savoir comment se porte notre patiente. Revenons à Manchester prendre des nouvelles de Rachel, 6 ans, qui s'est blessée à la main. Rachel jouait au foot avec sa sœur dans le jardin et la foule s'est enflammée. Les voilà. Rachel a glissé et a atterri pile sur le morceau de verre brisé. Sa plaie étant très profonde, il faut l'opérer pour s'assurer que ses mouvements ne seront pas altérés. Son papa lui explique pourquoi ça peut être grave. Quand tu joues sur la console, tu ne pourras pas bien bouger tes doigts. Après l'opération, tu pourras jouer à nouveau. On va pouvoir commencer l'opération, Rachel? Je suis prête. Une fois Rachel endormie, l'équipe de chirurgie examine la blessure et découvre que le morceau de verre a coupé le muscle et le nerf qui lui permettent d'avoir des sensations dans 2 de ses doigts. Mais elle a eu de la chance finalement parce qu'il est passé à 1 mm d'un autre nerf très important. Les médecins soignent la blessure et quand elle aura guéri, Rachel sera comme neuve. Après son réveil, Rachel prend une grande décision. Je ne vais pas jouer au foot pendant un moment. On dirait qu'elle lève le pouce. Ouais, on voit son pouce. Les médecins lui ont donné le feu vert pour rentrer chez elle.
Après l'opération, Rachel s'est parfaitement bien remise et peut utiliser sa main normalement. Oh, attention les doigts. On va vous apprendre plein de tours incroyables. Celui-ci va vous faire passer pour de vrais costauds auprès de vos copains. Alors, Xande, je veux que tu essayes de séparer mes poings. C'est un super tour. Non, j'y arrive pas. Maintenant, c'est à ton tour, mais moi, je vais séparer les poings de Xande en utilisant seulement 2 doigts. Votre copain se sentira très sûr de lui à ce moment-là. Tu ne pourras pas séparer mes poings, Chris, parce que j'ai la force de 20 hommes et même une équipe de... Ce que Xande a oublié, c'est qu'il presse ses poings si fort dans ce sens qu'il n'y a rien pour les empêcher d'être séparés dans ce sens-là. Quand vous essayez ce tour, appuyez fort sur vos poings vers le haut et vers le bas l'un contre l'autre. Vos copains ne pourront pas les séparer. Et quand ce sera leur tour, ils feront comme vous. Mais au lieu de pousser vers le haut ou le bas, utilisez juste 2 doigts en poussant vers l'avant et l'arrière, et ça marchera. Le sang. Si vous êtes malade et qu'il vous en faut, rien d'autre ne fonctionnera. La difficulté, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen d'en obtenir, c'est de le prendre chez d'autres gens. Des gens comme moi. Environ 4000 litres de sang sont utilisés chaque jour dans les hôpitaux de tout le pays. C'est vital car ça sauve des vies. C'est pour cela que donner son sang est si important. Je vais t'introduire une aiguille dans le bras, Xande. Ouais, c'est bien dedans. Et en fait, ça ne fait pas mal du tout. C'est un peu comme une égratignure et l'idée n'est pas agréable, mais Linda est une véritable experte, alors tout va bien. Tout se passe bien. Ça coule parfaitement. Et voilà, ça se remplit. Votre corps est une véritable usine à globules rouges. Il crée en permanence du nouveau sang, mais il le fait dans un endroit que vous ne suspectez pas, l'intérieur même de vos os. Pour être précis, le corps produit 2 millions de globules rouges chaque seconde. C'est incroyable. Je vais donner un demi-litre de sang, l'équivalent de 2 canettes de soda. Cela représente environ 13% du sang en circulation dans mon corps. En France, vous ne pouvez pas donner votre sang avant d'avoir 18 ans, mais vous pouvez en recevoir et ça pourrait vous sauver la vie. C'est fini, et ça n'a pris que 5 minutes. Je retire le tout, voilà. Parfait, appuie bien sur le pansement. Très bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Ceci est une poche remplie de mon sang. Et à un moment donné, dans les prochains 35 jours, il sera mis à l'intérieur de quelqu'un d'autre et il pourra peut-être lui sauver la vie. Mais on ne peut pas le lui donner directement. D'abord, cette poche doit aller au laboratoire du sang. C'est ici qu'est le plus grand labo de sang dans le monde. Et on va y entrer. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Derrière moi, il y a 800 poches de sang humain vivant. Waouh! John Kirkwood va nous expliquer ce qu'on va faire de mon sang. Votre sang est parmi les 3000 dons qu'on a reçus de donneurs. Donc on parle d'une petite piscine pleine de sang. Tous les jours. Tous les jours. Exactement. Le sang qui arrive au laboratoire est filtré pour en retirer les cellules qui ne peuvent pas être attribuées à tous les patients. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, la poche de sang est emportée vers l'unité de traitement où on va séparer le plasma, les plaquettes et les globules rouges. Le travail du laboratoire consiste à séparer les 3 constituants du sang pour fournir les 3 éléments qui vont traiter les patients selon leurs besoins médicaux. Le premier élément, ce sont les globules rouges, utilisés pendant les opérations et les transfusions. Ensuite, le plasma et les plaquettes, le liquide plus sombre. Le plasma contient des protéines et des cellules qui aident les patients à combattre les maladies. Et enfin, les plaquettes sont minuscules mais essentielles. Elles aident le sang à coaguler et sont utilisées pour des traitements spécifiques de la moelle osseuse et des cancers. Pour séparer les globules rouges du plasma et des plaquettes, on insère les poches là-dedans. Cette machine agit comme une machine à laver et tourne très vite, ce qui fait se séparer les éléments en 3. Une grosse presse fait sortir le plasma et les plaquettes. On obtient donc des poches en haut et les globules rouges en bas. Dans une autre unité du laboratoire, on effectue une autre opération essentielle, l'analyse. Chaque poche de sang donnée doit être testée pour 2 raisons. Premièrement, le sang peut être porteur de maladies et vous ne voulez pas attraper une maladie à cause d'une transfusion. La seconde raison pour laquelle il faut le tester, c'est qu'il existe différents types de sang, comme il y a différentes couleurs d'yeux ou de cheveux. Ce sont les groupes sanguins et vous les connaissez peut-être. Il y a le A, le B, le AB et enfin le O. Mais attention, si jamais on ne vous donnait pas le bon groupe sanguin, ça pourrait être fatal. Mais ne vous inquiétez pas, ces gens-là savent très bien faire leur boulot. Ici se trouve le produit final de cet immense laboratoire du sang.
Des milliers de poches de produits sanguins humains sont stockés ici, y compris mon don. Et tout ça partira bientôt sauver des vies. Des milliers de litres de sang sont utilisés chaque jour au Royaume-Uni. Il est très important que les dons du sang arrivent en permanence dans ces laboratoires, afin que le sang soit traité et envoyé dans les hôpitaux. Quelle quantité de sang le cœur d'un adulte pompe-t-il en moyenne chaque jour? Est-ce l'équivalent de A. 100 petites cuillères, B. 100 barils de pétrole ou C. 100 piscines olympiques? La bonne réponse est la B, 100 barils de pétrole. Cela fait environ 23 000 litres de sang. Notre prochain patient passait une journée tout à fait banale. Mais il est maintenant traité en urgence à l'hôpital. Allons le rencontrer. Maxton, 5 ans, se présente aux urgences avec un pansement. Je me suis blessée à l'œil et ça fait mal. Tu n'as pas l'air si mal en point. C'est comment là-dessous? Pas trop amoché? Dégoûtant. Dégoûtant? Je vois. Comment ça t'est arrivé? Maxton était à l'école. C'était la récré et il s'amusait sur des souches. Sympa, le bandeau. Sautant de souche en souche pour traverser un marécage dangereux. Les singes l'encouragent? Et devant lui, enfin le trésor. D'une ultime accélération, il franchit les dernières souches quand soudain... Oh non! Il perd l'équilibre! Et il est venu s'écraser contre une souche. Aïe! Direction l'hôpital, Maxton. Sacrée démarche. Attention, regarde devant toi. Tu vas te cogner l'autre œil. Ouf! Voici Dr. Gemma McLeod qui va examiner Maxton. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis cogné l'œil et ça a saigné. Tu veux bien me montrer où tu as mal? Oui, vas-y, Maxton. Montre-nous ta blessure. Oula, où est passée l'extrémité de ton sourcil? Ça te fait mal ici? Non, seulement de l'autre côté. Seulement ce côté. Là, ça va, c'est ça? Oui, tout le reste de mon corps va bien, sauf mon œil. T'as raison, il faut être positif. Comment on va soigner ça, Dr. Gemma? Il va falloir qu'on colle ta plaie à la tête. On va recoller les deux bords. Ça n'a pas l'air de l'impressionner. Ils vont se moquer de moi à l'école. Personne ne se moquera de toi. Imagine si ma tête était cassée en deux. Il faudrait la recoller comme ça. Même mon visage. Et la chute? Et mon nez aussi. Oui, mais je ne pense pas que ça puisse arriver. Ça a l'air impressionnant comme ça, mais ça va très bien se remettre avec notre colle spéciale. Le docteur Gemma a raison, c'est impressionnant. Mais imaginez si sa tête avait été fêlée en deux, et si on avait dû recoller le tout. Arrête un peu. Tu es très courageux, tu sais, Maxton. J'aimerais que tout le monde soit comme toi. C'est fini. Bravo, tu as été super. Ouais. Une fois la colle posée, l'infirmière ajoute des petits pansements appelés Steri-Strip pour s'assurer que la coupure reste bien soudée. Et c'est fini. On peut applaudir Maxton. Pas avec ça, j'imagine. Ouais! Au revoir. Au revoir, j'ai un gant. Au revoir. Ah, regarde ça. Calme-toi, Xand, il y a des trucs bien pires qui peuvent te mordre. Le moment est venu pour l'enquête. Aïe! En tant que docteur, ma spécialité est la médecine tropicale et ça me fait voyager dans le monde entier. Mais en réalité, un des meilleurs endroits pour l'étudier est ici, en Angleterre, à l'école de médecine tropicale de Liverpool. Et je vais vous montrer ce qui est entreposé au sous-sol. À cause des températures chaudes de certains pays tropicaux, les conditions sont idéales pour que les animaux vecteurs de maladies se développent et se reproduisent. Il y a ici 8000 spécimens d'un des animaux les plus mortels qui existent dans le monde. Et non, il ne s'agit pas d'un aquarium plein de grands requins blancs, ce sont des mouches tsetse. On trouve les mouches tsetse dans 35 pays à travers toute l'Afrique. Lorsqu'elles piquent un être humain, elles lui transmettent une terrible maladie appelée la maladie du sommeil, en lui injectant un vilain parasite. Ce laboratoire de Liverpool tente de trouver un remède pour venir en aide à des millions de malades. Voici le docteur Alvaro Acosta Serrano, le responsable scientifique qui s'occupe des mouches. Et elles sont affamées. Il vient de leur proposer du sang pour qu'elles se restaurent afin qu'ils puissent effectuer des recherches sur leurs habitudes. Ce tissu a été chauffé afin que les mouches croient qu'il s'agit de vraie peau. Sous cette fausse peau, il y a du sang animal. Et les mouches piquent à travers et boivent le sang comme elles le feraient en temps normal. Regardez leur abdomen. Ils sont rouges car gorgés de sang. Charmant. À quelle fréquence tu nourris les mouches? 1 jour sur 2.
1 jour sur 2. Donc tu as 8000 mouches domestiquées au sous-sol qui doivent être nourries tous les 2 jours. Ça fait beaucoup de travail. J'ai voulu aider le docteur Alvaro en laissant une mouche se nourrir sur mon bras. Mais pas d'inquiétude, ces mouches sont aseptiques, donc elles ne sont pas porteuses de maladies. Cette mouche aspire mon sang par sa trompe. C'est cette longue paille à l'avant. Quelle quantité de sang peut-elle boire? Elle va absorber au moins 2 fois son poids. 2 fois son poids, d'accord. C'est comme si moi, je buvais 150 litres de lait pour le petit déjeuner. Alors, pendant qu'elle se nourrit, elle laisse une sorte de substance sur mon bras. Qu'est-ce que c'est? Elle se débarrasse de ce dont elle n'a pas besoin. Donc, non seulement elle me mange, mais en plus, elle me fait caca sur le bras. Génial. Regardez comme son corps a grossi en seulement 5 minutes. Il s'est rempli de mon sang. Et si c'était une mouche sauvage et qu'elle portait le parasite, ça pourrait me rendre très malade. Cette substance verte et jaune, c'est du sang observé à travers la lentille d'un microscope spécial. Mais ces petits vers qui gigotent, ce sont les parasites injectés par la mouche tsetse. Ces parasites se multiplient dans le sang et rendent le patient extrêmement malade. Et ensuite, ils se déplacent vers le système nerveux central où ils se multiplient encore plus. Le patient se sent fatigué, de plus en plus somnolent, et au bout de quelques semaines, à 1 mois, il meurt. C'est pour ça qu'il est essentiel que cette équipe étudie les mouches et fasse des découvertes sur ce parasite pour empêcher qu'il n'infecte encore les populations. Pour l'instant, il n'existe pas de vaccin pour empêcher la maladie du sommeil et le seul moyen de repousser la maladie est l'installation de pièges à mouches géants. Les recherches du docteur Alvaro et de son équipe doivent continuer. Mon expérience avec les mouches tsetse ici à Liverpool a été fascinante. Même être piqué a été amusant. Mais en Afrique, elles propagent une des maladies les plus mortelles du monde. Et c'est pour ça que le travail d'Alvaro et son équipe est si important.